Donc, on va commencer par l'OSHA. OK? C'est quoi exactement l'OSHA comme une administration? Donc, à l'échelle internationale, il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui opèrent dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Euh, Principalement, le monde est divisé entre deux types d'organisations, les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Donc ça, c'est la plus grande séparation qu'on peut trouver dans n'importe quelle règle. Donc une règle peut être adoptée d'une manière obligatoire, mandatory, peu importe sa nature. On va vous demander de la respecter parce que c'est la loi, parce que c'est obligatoire, parce que vous êtes dans un périmètre qui dépend de l'autorité qui est en charge et on va vous demander de respecter cette règle. Et il y a d'autres règles qu'on appelle d'un respect volontaire. Donc, ce sont généralement des normes développées par des organisations de normalisation ou des organisations, l'essentiel dans un cadre but non lucratif ou lucratif parfois, mais l'idée qu'ils ne sont pas mandatory, sauf s'ils sont rendus obligatoires par les organisations réglementaires. Okay, donc ça, c'est la grande séparation. Par exemple, on va commencer par le commencement. Désolé, je vais juste accepter les nouveaux participants. Bien. Alors, si on commence à l'échelle internationale, donc si on commence avec l'échelle internationale, vous allez trouver que il y a deux types de règles. Il y a les règles issues dans le domaine de la santé ou dans le domaine du travail, d'une occupational, le périmètre du travail d'une manière générale. Il y a l'Organisation internationale du travail. Okay, l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU, hein, de l'Organisation des Nations Unies, qui est le regroupement de l'ensemble des pays, plus que 193 pays qui se sont regroupés pour créer cette organisation. Et parmi ces agences, il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a plusieurs types d'agences, mais celle qui nous intéresse le plus dans le cadre du travail, c'est l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, il publie ce qu'on appelle les conventions. Okay, les conventions, nous avons des conventions et ce qui intéresse la santé et la sécurité au travail, c'est principalement la C155 et la C187. Ce sont les deux grandes conventions concernant la gestion de la santé et la sécurité au travail. En parallèle, vous avez l'ISO. Hein, vous avez l'International Standardization Organization, l'ISO que vous connaissez déjà, donc qui produit, qui élabore et publie des normes qui ne sont pas obligatoires. Hein, ce sont des normes qui sont publiées et adoptées par les organisations dans le cadre d'une démarche volontaire de certification ou parfois même sans certification, mais dans le cadre du respect et de conformité, sans passer nécessairement par la certification. Sauf que ce qui est produit par l'ISO parfois c'est une matière première que les organisations gouvernementales peuvent utiliser pour mettre en place des exigences réglementaires. Donc, les organismes responsables du publier des lois ne sont pas toujours obligatoires. Par exemple, un ministre du Travail peut uniquement publier un arrêté en faisant référence à un ensemble de normes comme étant rendues obligatoires. Je vous donne un exemple. Au Maroc, la norme ISO 20345, qui est une norme des chaussures de sécurité, il a été rendu obligatoire. Aujourd'hui, sur le marché, vous n'allez pas trouver des chaussures de sécurité qui ne respectent pas la norme NM ISO 20345. C'est une obligation légale parce que cette norme est rendue obligatoire. Par contre, vous allez trouver des lunettes qui ne sont pas conformes, vous allez trouver des casques qui ne sont pas conformes parce que leurs normes, ils ont été publiés par l'IMANOR, mais ils ne sont pas rendus encore obligatoires. Okay, donc ça, c'est le monde est divisé plus ou moins entre les organismes gouvernementaux et les organismes ou les organisations non gouvernementales. Donc, pour ceux qui ont assisté avec moi dans le cadre de l'IOSH, on a dit que c'est une organisation qui n'est pas gouvernementale, c'est une association de professionnels, même s'il a des reconnaissances, il a des missions attribuées par le HEC et autres organismes britanniques, mais ça reste
au fond, c'est un organisme non gouvernemental. Par contre, l'OSHA, c'est un organisme gouvernemental fédéral. C'est une administration américaine qui gère la santé et la sécurité au travail des salariés américains. Il n'a pas pour intérêt de mettre en place des règles ou des exigences qui vont s'adapter avec n'importe quel pays, n'importe quel contexte. Il a des ressources, il collabore avec d'autres organisations nationales et internationales, nationales américaines, notamment le NIOSH, qui est le National Institute of Occupational Safety and Health, qui est une organisation américaine axée sur la recherche. Il est axé sur la recherche santé et sécurité au travail, mais il ne publie pas des lois, il ne publie pas des standards. Il fait que des recherches, des rapports qui seront principalement destinés à l'OSHA pour élaborer des projets de loi qui seront bien évidemment par la suite validés et publiés comme des règlements fédéraux qui seront appliqués aux États-Unis. Il collabore également avec le CSB, avec le Chemical Safety Board pour élaborer également des standards à l'issue des accidents ou des autres incidents majeurs. Mais au fond, comme j'ai dit, l'OSHA reste principalement une administration américaine de gestion fédérale. Il gère l'ensemble des États des États-Unis. Donc, nous, ce qu'on fait, donc on va prendre les standards, mais dans le cadre d'une adaptation, on va s'inspirer de ces normes pour principalement créer nos propres procédures au sein de vos organisations. Donc, pour la structure de ce cours, on va voir d'abord, c'est obligatoire hein, parce que pour être certifié au 130 heures, vous allez voir des choses hein, qui ne sont pas nécessairement applicables à vous, mais on va quand même essayer de trouver comment comment ça s'applique chez nous, hein, s'applique chez nous au Maroc, et probablement dans les pays qui ont adopté des systèmes similaires à le nôtre. Donc, la mission de l'OSHA, qu'est-ce que fait l'OSHA exactement? Qu'est-ce que les normes ou les standards OSHA? Les couvertures de l'OSHA, les normes les plus citées, les inspections, les citations, les sanctions, les ressources disponibles, la consultation, les partenariats et comment l'OSHA répond aux plaintes et autres demandes issues d'employeurs et d'employés. Donc, la mission de l'OSHA a été créée dans le cadre d'une loi fédérale, c'est la loi sur la santé et la sécurité au travail, adoptée aux États-Unis en 1977, 70. Donc, ils ont adopté ce qu'ils appellent le OSH Act. OK? Donc, ça, c'est très important parce que le moment où le Maroc n'a pas encore une loi dédiée spécialement à la santé et la sécurité au travail, c'est difficile d'imaginer avoir une organisation spécialisée dans la santé et la sécurité au travail. Donc, d'abord, ça commence par une loi. Donc, tous les pays qui ont des administrations indépendantes qui gèrent la santé et la sécurité au travail, ils ont des lois spécifiques. Nous, la loi sur la santé et la sécurité au travail est intégrée dans le Code du travail. Et c'est la raison pour laquelle on dépend de l'inspection du travail. Donc, la santé et la sécurité au travail aujourd'hui dépend de l'inspection du travail. Ça c'est des limites parce que un inspecteur du travail, quand il visite un chantier, donc il a plusieurs problèmes à gérer, il a plusieurs missions à faire. Donc, c'est pas évident. Par contre, un agent, ce qu'ils appellent, parce qu'ils ont deux agents, les USHA, ils ont le Compliance Safety Officer, ils ont le Compliance Assistance Specialist, un représentant de conseil qui est le spécialiste, et l'autre, officer, ça veut dire c'est un agent, hein, c'est un agent fédéral de l'OSHA qui peut vraiment mettre en place des poursuites juridiques et même des sanctions et des citations. Donc, c'est ça, lorsqu'il visite un agent de l'OSHA, lorsqu'il est en visite dans un chantier, il ne s'intéresse que aux aspects santé et sécurité au travail. Donc ça, c'est la première mission. Donc l'OSHA a été instauré par cet acte, OSH Act, qui a bien évidemment des exigences, mais par la suite, il a octroyé, il a donné à l'OSHA la possibilité de créer des règlements.
Et ça, c'est ce qu'on voit dans le cadre, par exemple, dans le Code du travail marocain. On a cette possibilité. La loi vous donne la règle et ensuite, il donne la responsabilité au ministère chargé du travail d'élaborer par voie réglementaire le règlement qui s'applique à cette règle. Et, par exemple, nous avons l'article 287 sur la sécurité de la machine et en parallèle, nous avons le décret 222-630 qui est en relation avec la sécurité des machines sur le lieu de travail. Donc, nous avons également par voie réglementaire l'arrêté 9308 qui est un arrêté qui parle sur tout ce qui est exigences réglementaires à respecter, par exemple les limites de bruit, les limites d'éclairage à respecter sur le lieu de travail. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, d'un point de vue ressources, l'OSHA et ses partenaires, on va voir c'est quoi ses partenaires, des États, emploient environ 2100 inspecteurs. Donc, même l'OSHA manque de ressources. Même OSHA estime que pour visiter l'ensemble des chantiers des employeurs des États-Unis, il leur faut 100 ans. 100 عام باش يديروا la tournée. باش يكملوا la tournée ديالهم sur l'ensemble des chantiers de travail dans le cadre des visites programmées. Donc, s'ils veulent uniquement visiter l'ensemble des chantiers des États-Unis, il leur faut 100 ans parce qu'ils ont une insuffisance en termes de ressources. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait des partenariats. OK? Un responsable, un officier de l'OSHA, il travaille conformément à ce qu'ils appellent le Field Operation Manual. Donc, il a avec lui un document qui lui donne les règles à respecter lorsqu'il visite les chantiers comment il doit réaliser son inspection pour soulever les anomalies au niveau de l'OSHA. Alors, comment s'est articulé les normes de l'OSHA? Donc, les normes de l'OSHA, on peut les appeler normes, mais ce sont des règles fédéraux. Hein, c'est des règles fédérales. Donc, c'est des règles, ça veut dire des lois. Les normes sont des règles qui décrivent des méthodes que les employeurs doivent utiliser pour protéger leurs employés des dangers. Principalement, il existe 4 secteurs, hein, 4 catégories sur leur site officiel. Donc, ils ont un site officiel, bien sûr, l'OSHA. On va trouver qu'ils ont 4 catégories. D'abord, la catégorie de l'industrie générale, de construction, de maritime et d'agriculture. Donc, par exemple, pour vous faciliter la lecture d'une règle de l'OSHA, d'abord, vous allez trouver le terme Code of Federal Regulation, le CFR. Okay. Donc, le CFR signifie que cette loi ou cette règle s'applique dans l'ensemble des États des États-Unis. Okay. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va trouver le numéro 29. Okay, c'est un code qui s'applique dans l'ensemble des États, mais le 29, ça veut dire qu'il relève du département du travail. Parce qu'on peut avoir des règlements qui s'appliquent bien sûr dans différents secteurs, autres que le travail. Donc, vous allez toujours trouver CFR, 29 CFR. Donc ça, c'est pour signifier que c'est un code fédéral qui s'applique sur l'ensemble des territoires américains. Et en plus, vous allez trouver le numéro 29 qui signifie une règle qui s'applique dans le travail. Par la suite, vous allez trouver un chiffre qui va se répéter. Et dans notre cas, à retenir, c'est le chiffre 1910. 1910, c'est l'industrie générale. Donc, tout ce qui commence par 1910 s'applique principalement dans l'industrie générale. Mais la règle de l'OSHA reste qu'une règle qui n'a pas été définie dans l'industrie générale et qui existe dans la construction, on doit l'appliquer dans l'industrie générale et vice-versa. Une règle qui n'a pas de présence, donc si la règle, il est là, par exemple, dans le travail en hauteur, dans l'industrie générale, la règle, c'est à partir de 1,8 à 1,2. À partir de 1,2, l'OSHA oblige les employeurs à mettre en place des protections contre la chute. Par contre, dans l'industrie de construction, c'est à partir de 1,8. Ça veut dire la règle qui existe dans les deux, on ne prend pas le max, on ne prend pas le 1,2, on prend celle qui s'applique.
OK? Donc, si on a une règle qui s'applique dans la construction et nous sommes dans une activité de construction, on va appliquer la règle de la construction. Mais si on a une règle qui n'a pas été définie dans le maritime ou dans l'agriculture ou dans la construction, on doit nécessairement passer par l'industrie générale. S'il vous plaît, un petit moment. Donc, j'ai dit qu'une règle est d'abord spécifique, mais si la règle spécifique dans l'industrie n'existe pas, il faut appliquer une autre règle qui s'applique dans une autre industrie. Et donc ça, c'est très important. Ils ont d'autres catégories, mais les plus importants qui s'appliquent, c'est principalement la construction, l'agriculture, l'agriculture, le maritime et l'industrie générale. Donc ça, et ils ont une division, on appelle en sous-parties. Donc à l'intérieur de chaque règle, de chaque catégorie, on va trouver les sous-catégories. Ils ont une répartition alphabétique. Okay, on va trouver, par exemple, dans l'industrie générale, la sous-partie H, toutes les règles qui s'appliquent sur l'utilisation des produits dangereux. Okay, la sous-partie D, par exemple, on va trouver toutes les règles qui s'appliquent dans le déplacement et le travail en hauteur. La sous-partie S, c'est tout ce qui est en relation avec l'électricité. La sous-partie Z, par exemple, les produits toxiques et dangereux, les produits chimiques. Par exemple, le standard 19 10 1200, c'est un standard de communication des produits dangereux qui fait partie de la sous-partie Z, intégrée bien évidemment dans l'industrie générale, dans les codes fédéraux de l'OSHA. Donc ça, c'est la principale répartition. Et bien évidemment, pour faciliter tout ça, ce que je suis en train de dire, je privilégie utiliser la méthode directe et on va partir directement sur le site de l'OSHA pour vous expliquer tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc, à chaque fois, on va faire cette transition. Comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà, donc ça, c'est le site officiel. Bien sûr, on va trouver la présentation d'Olosha, où trouver les offices, hein, où il faut trouver. Les state plans, on va voir ce que ça veut dire ça après, mais en restant, par exemple, les standards, on va trouver la loi et le Federal Register et Regulations. Donc ça, on va voir ça c'est général, mais on va rester juste dans les règles et réglementations. Par exemple, on va partir sur le General Industry. Sur l'industrie générale, donc vous voyez, donc c'est toujours, donc c'est la réglementation 29 CFR, donc CFR Code of Federal Regulation, et 29, c'est un standard parce que l'OSHA fait partie de US Department of Labor. OK? C'est la raison pour laquelle on a ce fameux 29. Et par la suite, standard number, c'est le 1910. Toute cette sous-partie-là de l'industrie générale, c'est relatif à l'industrie générale. Et par la suite, on a des sous-parties A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Et de cette manière, par exemple, le hazardous materials, le sous-partie H, c'est l'utilisation des produits dangereux, mais on ne va pas parler du produit lui-même, mais de son utilisation dans le cadre des risques majeurs, ok, dans la transformation industrielle, et non pas dans l'exposition et l'impact sur la santé. Et c'est la raison pour laquelle l'un des standards majeurs de l'OSHA, c'est le Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals avec ses 14 chapitres, qui est le standard 1910-119. Et ensuite, par exemple, on va partir sur
le standard Z et la sous-partie Z dans laquelle on trouvera bien sûr tout ce qui est exposition aux produits chimiques avec une liste de plus de 40 produits chimiques des plus importants. Voilà, donc toxic and hazardous substances. Donc, depuis les contaminants dans l'air et des définitions. Donc, de cette manière, un professionnel HSE de l'OSHA, un professionnel HSE américain, va, s'il cherche, par exemple, quelles sont les limites d'exposition à l'acétylaminophlorène, donc il n'a qu'à aller directement dans ces standards et vérifier les limites d'exposition, ce qu'on appelle le Permissible Limit Exposure ou Permissible Exposure Limits, les expositions Short-Term Limits, et de cette manière, donc il peut comparer ce qu'il a comme mesure d'exposition aux produits dangereux avec ce que l'OSHA exige sur l'exposition minimale, soit en ppm, soit en grammes par mètre cube. Voilà. Donc ça, c'est les standards, comment se présentent. Et voilà, donc un professionnel HSE doit être en mesure, pas vraiment de comprendre ou d'apprendre par cœur l'ensemble de ces standards, mais de pouvoir facilement, bien évidemment, parcourir et vérifier l'applicabilité des standards et des règles au niveau de l'OSHA. Et troisième partie, donc vous avez vu l'OSHA ou les États-Unis, pas l'OSHA. Les États-Unis, ce n'est pas un pays normal, donc c'est une fédération de plusieurs pays, donc c'est les États-Unis. Évidemment, l'application des règles, ils ont des règles CFR, mais également des règles étatiques qui s'appliquent dans des États spécifiques. Ok. Et de cette manière, l'OSHA a suivi la même chose. Ils ont cette possibilité d'adopter ce qu'on appelle les règles des États. Ça veut dire que au niveau de l'OSHA ne va pas gérer directement l'ensemble des États. Il y a une possibilité aux États-Unis que un État de Californie, Washington, Ohio, l'essentiel, un État peut décider d'adopter son propre plan de santé et de sécurité au travail. La principale condition, c'est qu'il doit être d'abord approuvé par l'OSHA et approuvé sur la base qu'il contient des règles plus exigeantes. Okay. Donc, le moment où l'OSHA ou un État des États-Unis décide d'adopter un plan étatique, bien sûr, ça va rester sous surveillance d'une manière décentralisée, déconcentrée, bien sûr, mais l'objectif principal ou la règle principale, c'est que la règle qui va être adoptée par l'État doit être plus exigeante que la règle de l'OSHA et approuvée. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça OSHA Approved State Plans. Et ça a été, on n'a pas, pour ceux qui participent avec moi également dans la formation IOSH, vous allez voir par la suite, vous allez voir, si vous faites une petite recherche, que les certificats que vous allez recevoir, ce sont des certificats IOSH Managing Safely. OK, ça c'est bien. Il y a d'autres types de certificats, on n'a pas voulu ça, aller dans ce sens. Approved Managing Safely Certificate. Ça veut dire que ce sont des cours qui ne sont pas les cours de l'IOSH, mais que ce sont des cours de l'organisme de formation adaptés à la structure IOSH Managing Safely et approuvés par l'IOSH. Mais l'exigence de base, que les cours doivent contenir des exigences beaucoup plus poussées sur ce qui est présenté par l'IOSH. Mais d'un point de vue perception, on n'a pas voulu s'introduire parce que ça peut donner une impression que ce n'est pas vraiment le cours du Managing Safely, que c'est un autre cours. Donc, pour les États-Unis, ça existe et les États, plus ou moins qui souhaitent le faire, ils ont adopté des plans OSHA, Approved State Plans. Donc, l'OSHA ne va pas, ce ne sont pas des compliance safety officers de l'OSHA qui vont aller visiter les lieux de travail, mais ce sont des agents
de l'administration du département, parce que au sein par exemple en Californie, ils ont le département de travail de Californie, vous allez trouver des agents de santé et sécurité au travail du département de travail de la Californie, qui va bien sûr travailler sous supervision, donc sous tutelle, mais il travaille selon des codes approuvés dans l'État. Donc, c'est ce qu'ils appellent OSHA Approved State Plans. OK? Principalement, il y a 22 États qui ont adopté des plans applicables à l'ensemble des secteurs privés et publics. Il y a 6 États qui ont adopté uniquement des plans adaptés aux agents publics, hein, et non pas à l'ensemble. Le secteur privé reste géré, administré directement par les offices de l'OSHA. Et tout ce travail se fait dans le cadre d'optimisation des ressources, parce que l'idée de base, c'est que aujourd'hui, avec 2000, 2100 inspecteurs OSHA, ils vont jamais arriver à vraiment toucher l'ensemble des États, l'ensemble des employeurs dans le cadre même d'un simple programme de visite adapté normal. Et quatrième point important pour le chat, c'est que le chat va publier chaque année les normes les plus fréquemment citées. Et ça veut dire quoi citer? Citer, c'est dans le cadre des citations. Les cadres des citations, ça veut dire pour l'OSHA, une citation, c'est une non-conformité soulevée par un compliance safety officer. Donc, ils vont faire des statistiques à la fin de chaque année. Ils vont voir quelles sont les normes qui ne sont pas fréquemment respectées par les employeurs. C'est la raison pour laquelle on parle de citer. Ça veut dire qu'ils ont été notés par un maximum de non-conformité. Et c'est sur la base de ces standards que s'articule la formation au chat 30 heures. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi on va, dans un premier temps, voir ces standards et non pas les 340 standards. Donc, d'après ce que je vous ai présenté, le nombre, c'est 300, environ 340. Hein. Et pourquoi on va uniquement voir une dizaine de standards? C'est parce que ce sont les standards les plus applicables, les plus cités par l'OSHA, à savoir la protection contre les risques de chute, principalement dans la construction, mais notamment dans l'industrie générale. Vu que nous sommes dans l'industrie générale, on va voir les règles de chute et de protection contre la chute dans l'industrie générale. La communication des dangers, ça veut dire les dangers, surtout les produits chimiques dangereux, dans le cadre du système général harmonisé. Les échelles, ça reste plus ou moins lié à la protection contre les chutes, mais plus spécifiquement sur les échelles et les échafaudages, l'utilisation des chariots élévateurs et des moyens de manutention, la maîtrise des énergies dangereuses, notamment les règles c'est le standard lagout-tagout, c'est 19 10 147. La formation et la protection contre les risques de chute dans la construction et la protection par les EPI et les machines et protection des machines dans l'industrie générale. Donc, ce sont et chaque année, l'OSHA va publier ces normes. Et maintenant, vous avez probablement compris pourquoi il y a des sociétés qui adoptent ce qu'ils appellent life-saving rules, les règles d'or. Donc, c'est une méthodologie américaine de favoriser ou de s'orienter, c'est la règle Pareto ou beaucoup moins, des standards les plus fréquemment cités ou ceux qui présentent le plus de danger aux salariés. Donc maintenant, une société peut s'inspirer et adopter ces règles qui sauvent la vie, hein, les règles qui sauvent la vie ou life saving rules, en s'appuyant sur cette publication de l'OSHA, des règles les plus fréquemment citées. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Les amis, n'hésitez pas à poser vos remarques et vos questions, parce que nous sommes dans une introduction et j'aimerais bien les recevoir dans cette phase.
Parce qu'une fois qu'on est dans le technique, on n'aura pas l'occasion de revenir sur les rôles et responsabilités de l'OSHA. Alors, on continue. Donc, contrairement aux autres organisations comme l'IOSH et le BCSP aux États-Unis même, l'OSHA, il a un rôle obligatoire, réglementaire, légal, de surveiller les lieux de travail. Donc, on va revenir en arrière. Euh, je vais vous parler de la Convention C155 parce que ça reste plus ou moins lié. La Convention internationale 155 et dans ses articles 9, 10 et 11, et 10 et 11, il demande aux États de créer des administrations publiques pour en même temps gérer les règles et de surveiller. Il demande d'abord l'inspection du lieu de travail et deuxièmement l'accompagnement dans la compliance, dans la conformité par rapport au CR. Donc aujourd'hui, euh, les organisations d'administration publique dans les États qui vont dire que nous sommes plus ou moins alignés avec la Convention parce que c'est une obligation légale internationale de s'aligner avec la Convention 155 parce que c'est devenu une convention fondamentale de la Déclaration des droits et des principes au travail. Une organisation administrative qui gère la santé et la sécurité au travail doit en même temps être présente pour inspecter les lieux de travail et apporter la formation et l'accompagnement nécessaires pour favoriser le respect volontaire par les employeurs de ces règles. Donc ça, c'est les deux rôles majeurs. C'est en même temps un rôle d'accompagnement et de formation et un rôle d'inspection et de poursuite judiciaire en cas de non-respect. Donc, parmi les rôles majeurs de l'OSHA, c'est de dire aux salariés américains et aux employeurs américains, voici les règles qu'il faut respecter. C'est ce qu'on a vu, qui est accès public, c'est ce qu'on a vu, l'ensemble des règles, comme j'ai dit, plus de 340 standards de l'OSHA pour dire aux employeurs, voilà ce qu'il faut respecter. Des inspecteurs. Donc, l'OSHA forme et emploie ce qu'ils appellent le Compliance Safety Officer. Donc, ils ont plus de 2400 inspecteurs fédéraux et étatiques. Okay, ce sont des inspecteurs qui dépendent directement de l'OSHA ou parfois des inspecteurs qui dépendent des États qui ont développé des Approved State Plans. Donc, ces inspecteurs vont, vont suivre deux programmes. Il y a l'OSHA Programmed Inspection normal. Donc, l'OSHA va développer selon les risques, selon l'importance des industriels. Il va développer un programme de visite annuelle. Donc, probablement, il ne va pas pouvoir tout voir parce que selon leur déclaration, il leur faut 100 ans pour pouvoir voir tout l'ensemble des sites. Mais en parallèle, et ça, le rôle le plus important, c'est le Unprogrammed l'OSHA Unprogrammed Inspection Priorities. Donc, au cas où il y a imminent danger, un danger imminent, suite à une plainte, bien sûr, une information reçue par l'OSHA que une personne est exposée à un danger imminent, l'OSHA est dans l'obligation d'aller visiter. Fatalities and catastrophes, donc, et pas uniquement les fatalities catastrophes, mais également tout ce qui est reportable accident. Donc, les reportables, au niveau de l'OSHA, ils ont facilité le reporting des accidents de travail parce que chaque accident reporté est suivi par une visite d'inspection. C'est la raison pour laquelle OSHA ne demande pas aux employeurs, comme c'est le cas au Maroc, comme j'ai dit, on va généralement faire des comparaisons entre ce qui existe au Maroc et aux États-Unis. Donc, au Maroc, nous, au Maroc, selon la loi 1812, on exige la déclaration de tout accident de travail. Donc, tout accident qui a provoqué une blessure et un arrêt de travail doit être nécessairement déclaré à l'inspection du travail. Par contre, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Les déclarations reportables n'incluent que des accidents fatals
des accidents qui ont provoqué une perte d'œil, des amputations ou des hospitalisations plus de 3 jours, et non pas des arrêts. Par contre, il demande le recordable de ce qu'ils appellent le Darcy ou ce qu'ils appellent le Days Away. Hein, Days Away, ça veut dire des accidents avec arrêt, mais qui n'ont pas provoqué soit une amputation, perte d'œil ou hospitalisation plus de 3 jours. Donc, une personne peut avoir un accident de travail. Le médecin traitant peut lui souscrire un arrêt de 30 jours, mais tant il n'est pas resté dans l'hôpital pendant 3 jours, l'employeur n'est pas dans l'obligation d'informer. Il va informer l'assurance, mais il ne va pas informer l'OSHA. Il n'informe le chat que dans ces cas de figure ou ces 4 cas de figure. Okay, parce que l'OSHA doit mobiliser. Mais par contre, il doit les inscrire. Ils appellent ça les recordable accidents. Donc, il y a reportable accidents et il y a recordable accidents qui sont les days away, restricted, ça veut dire des restrictions d'activité. Une personne qui a été tellement touchée qu'il ne peut pas faire son travail. Il est au travail, il n'est pas en arrêt maladie, il est au travail, mais on lui a demandé de ne pas soulever d'habitude. Son travail consiste à déplacer de la marchandise, mais on va lui demander juste de venir surveiller l'hangar, surveiller le dépôt et ne pas effectuer des travaux manuels. Ça s'appelle restricted. Okay, le médecin du travail ou le médecin traitant va lui prescrire une restriction, une diminution de la charge du travail. Et la dernière, restricted ou transferred. Transfert, ça veut dire on va le transférer soit d'une manière permanente ou d'une manière temporaire à un autre job avec moins d'exposition. Ça également doit faire l'objet d'un enregistrement recordable. Et en cas de visite de l'inspecteur OSHA doit trouver ces informations pour pouvoir les vérifier. La troisième visite importante de l'OSHA sur le lieu de travail, c'est dans le cadre d'une plainte, hein, complaints and referrals, ou dans le cadre d'un follow-up. Donc, ils ont fait une visite, ils ont découvert des anomalies majeures, ils ont donné un plan de correction, donc ils vont venir visiter pour s'assurer que le danger a été traité correctement. Donc, les priorités d'inspection, voici donc le danger imminent, les décès catastrophes, les plaintes et les suivis et contrôles. Donc, il y a un processus donc d'inspection de l'OSHA. Donc, qui commence par la préparation. Donc, les agents de conformité, qui est compliance officer, compliance safety officer de l'OSHA, préparent et recherchent les antécédents des précédentes inspections s'il existe, le cas échéant, de diverses sources de données. Ils vont vérifier également les accidents reportés par l'inspection. Donc, ils ont un cadre de visite. D'abord, la préparation. Donc, l'inspecteur, lorsqu'il va venir visiter, bien sûr, il va être bien préparé, bien informé sur les risques de votre organisation. Il va vous présenter ce qu'ils appellent credentials, parce que soit c'est dans le cadre d'un credential, ça veut dire l'autorisation, parce qu'ils vont venir dans le cadre d'une autorisation. Ils seront autorisés pour accéder à votre lieu de travail. Donc, il va vous présenter dans le cadre. Donc, ils vont réaliser ce qu'ils appellent une présentation des pouvoirs. Donc, l'inspection sur place commence par la présentation des pouvoirs qui comprennent à la fois une photographie et un numéro de série. Donc, il va vous présenter comme quoi il est autorisé à entrer dans votre lieu de travail. Et en cas de refus, bien sûr, une procédure une poursuite judiciaire va commencer parce que la visite, il est obligatoire. Vous ne pouvez pas refuser. Ce n'est pas comme dans le cadre d'un audit. Hein, vous pouvez refuser un audit de certification, mais un audit de l'OSHA, vous ne pouvez pas le refuser, sinon vous allez suivre il a le droit, l'officier, il a le droit de lancer une poursuite judiciaire contre vous. Et ça s'achève généralement, ça se termine par des amendes, voire l'emprisonnement si des anomalies majeures vont être découvertes par la suite. Donc, il va vous présenter ça. Il va demander, bien sûr, un opening conference. Il va vous présenter quelles sont ses principales raisons de visite, hein, parce que, comme vous l'avez vu, il y a des visites soit programmées, hein,
C'est comme la police, hein. La police, les gendarmes vous arrêtent dans le cadre d'une inspection programmée. Ils ont des consignes d'arrêter une sur chaque 10 voitures pour une inspection normale. Donc, d'habitude, normalement, un agent d'autorité doit vous informer. Il va vous dire, je vous arrête dans le cas d'une inspection normale. Par contre, si vous avez commis une infraction, il vous dit dès le départ, je vous arrête dans le cadre de votre infraction du code de la route. Vous avez franchi une ligne droite, vous avez commis telle ou telle erreur. Donc, c'est la même chose. L'OCHA, l'agent fédéral, va venir, il va vous présenter sa raison de visite. Il va vous dire, par exemple, on a reçu des plaintes sur l'existence d'un risque majeur chez vous et je veux le voir. On a reçu, par exemple, nous sommes venus dans le cadre d'un suivi de la dernière visite de l'année dernière, par exemple, parce que vous avez un danger majeur et vous vous êtes engagé pour le résoudre et trouver des solutions cette année. Donc, nous sommes venus pour vérifier ça. Donc, il va vous présenter tout ça. Il va vous demander de faire ce qu'ils appellent un walk-around. Walk-around, ça veut dire une visite des terrains. Il va vous demander, bien sûr, dans l'opening, quelles sont mes obligations, est-ce que je dois porter des EPI, est-ce qu'il y a des restrictions d'accès et tout ça. Une fois c'est autorisé, vous allez commencer, l'employeur et les loge officers, vous allez commencer la visite. Il va détecter, bien sûr, ces anomalies, des non-conformités. Et dans le cadre de sa visite, il va demander de rencontrer des salariés et ses représentants. C'est une obligation. Dans le cadre des visites de l'OCHA, il demande obligatoirement de rencontrer des salariés de l'entreprise et si des représentants existent, il va également les voir. Il va les rencontrer, il va leur demander leurs activités, qu'est-ce qu'ils font, le dernier accident enregistré, parce qu'il y a des obligations. Par exemple, l'une des obligations, les accidents et les citations, ça veut dire les non-conformités, doivent être affichées par l'employeur et comprises et sensibilisées. Donc aujourd'hui, il faut savoir que au niveau des États-Unis, à la fin de la visite de l'OCHA, il va bien sûr vous communiquer ces citations, ces anomalies enregistrées, et l'employeur, c'est pas comme chez nous, il va pas les garder dans un registre, il est dans l'obligation de les afficher. Donc, il va afficher que dans le cadre de la visite, de la dernière visite de l'OCHA, le loge officer a constaté la présence ou que tel espace confiné n'a pas été signalé, que telle zone n'a pas été protégée et nous sommes engagés de les corriger. Et de cette manière, l'employeur va subir également une pression de ses employés et de leurs représentants pour les corriger. Ce n'est pas uniquement dans des questions de réunions, de comités fermés que ça se discute, mais openness. Donc, il y a ce principe et de cette manière, l'OSH officer, il va demander également aux salariés, est-ce qu'ils ont eu connaissance de la dernière violation, par exemple, que nous avons citée lors de la dernière visite. Euh, Évidemment, donc, au cours de la visite, l'agent de conformité va signaler des violations, généralement apparentes, et l'employeur peut les corriger immédiatement. C'est un signe de bonne foi que la non-conformité a été prise en considération. Et bien sûr, lors de la réunion de conférence, de la conférence de clôture ou la réunion de clôture, donc l'agent va citer l'ensemble des non-conformités et la probabilité que ces non-conformités, ces citations vont faire l'objet de sanctions. Parce que pas toutes les citations, pas toutes les non-conformités s'arrêtent par si vous les corrigez, vous montrez que vous avez un plan d'action pour les corriger, il se peut que le chat ne va pas demander des sanctions. Par contre, l'employeur, donc ici, la réunion permet à l'employeur de discuter des citations, ok, ça veut dire des non-conformités et des pénalités probables. Ok, et probablement, s'ils sont obligatoires de mettre en place des sanctions, vous pouvez demander des réductions, ok, si l'agent voit ça comme étant pertinent.
Dans le cadre de l'OSH Act, il y a une deuxième organisation qui s'appelle l'OSH-RC. Donc, c'est une organisation de recours. OK? Donc, de recours qui est ouverte à l'employeur parce que l'employeur, il dispose de 15 jours ouvrables après la réception des citations et des sanctions de contester officiellement les violations et les sanctions auprès de cette organisation qui s'appelle OSHCR. Donc, même l'OSHA, il y a une autre organisation parallèle aux États-Unis qui n'interviennent que si l'OSHA officer exagère dans ses sanctions. Okay, ils ont cette possibilité que l'employeur demande l'intervention de cette deuxième organisation pour réduire, s'il juge que c'est nécessaire, de réduire les sanctions. Selon les statistiques, ça ne fait l'objet que quelques rares sanctions exagérées parfois de l'OSHA et l'employeur peut demander la réduction. Donc, le cadre des citations et des violations, donc les citations peuvent faire l'objet des violations délibérées, ok? Donc, s'il y a infraction délibérée, lorsque l'employeur commet des infractions d'une manière intentionnelle, des violations répétées, ok? Donc, peut-être le LOCH a déjà vu ces violations dans ces dernières visites où ils ont été signalés par un autre OSH officer dans le cadre d'une autre visite, des violations graves qui font exposer les salariés de l'entreprise à des dangers éminents et graves, parfois des violations sans gravité, ok, et de minima qui sont des conditions dans lesquelles l'employeur a mis en œuvre une mesure différente de celle spécifiée dans la norme. Donc, l'OSH officer, il se permet également de citer ce qu'il considère comme étant des infractions, même si l'employeur a mis en place d'autres actions, mais qui ne sont pas les actions demandées par l'OSHA. Donc, il a contrôlé, mais pas de la manière, parce que l'OSHA, par exemple, dans le cadre de travail en hauteur, il vous dit que si vous avez tel risque, tel dépassement, vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser uniquement les équipements. Donc, si vous utilisez des protections individuelles, donc c'est une anomalie, mais de moindre gravité, parce que vous avez pris en considération le risque, mais you have failed de se conformer avec ce qui est exigé par le champ. Et la dernière, c'est les manquements à l'obligation de suppression. Donc, c'est là où on parle d'infraction non corrigée lorsqu'une condition dangereuse, une pratique ou un équipement non conforme n'a pas été mis en conformité, même s'il a été cité dans le cadre d'une inspection précédente et n'a pas n'a pas fait l'objet d'une correction. Et dans ce cadre, donc les sanctions imposées par l'OSHA dépendent du type de l'infraction. Et l'OSHA a pour politique de réduire les pénalités pour les petits employeurs et ceux qui agissent de bonne foi en cas d'infraction grave. L'OSHA peut également réduire les pénalités proposées en fonction de la gravité de l'infraction préposée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OSH officer ne décide pas directement sur la sanction pendant la visite, il n'a pas cette autorité, donc il va signaler, il va dire voilà, donc c'est probablement ces citations vont correspondre à telle ou telle sanction, mais c'est l'OSHA et sa direction qui vont décider sur les sanctions à imposer. Donc l'employeur peut les payer dans un cadre amical, comme je vous ai dit, il peut faire l'objet d'une demande de réduction auprès d'une autre organisation, l'OSH Sanction, qui peut vraiment intervenir pour réduire la gravité des sanctions. Donc, avant de reprendre, on va faire une petite pause de 20 minutes et on reprend avec la deuxième partie de ce cours. OK? Donc,
On va faire une pause, donc on va reprendre à 16h05 pour encore continuer jusqu'à 17h. D'accord, c'est Khalid. Merci.
Bonjour. Donc, après la pause, on va continuer. Donc, euh, ce qu'on a parlé au début, donc pour l'OSHA, c'est vraiment un cadre d'obligation, ok, obligatoire aux États-Unis. Ça veut dire que l'OSHA joue le rôle d'une inspection du travail qui a pour but vraiment de s'assurer du respect de l'OSHA Act ou de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 1970 par la publication des règlements qui ont, comme j'ai dit, soit ce sont des standards qui contiennent eux-mêmes la règle ou parfois ils font des références, ils font des références respect pour le respect des exigences techniques, parfois sur des aspects qui touchent à la protection par pays ou d'autres types de protection. Par contre, l'OSHA est également joue un rôle de coopération. Donc là, il a un deuxième rôle. Il coopère avec les employeurs, avec d'autres organisations pour faciliter l'accès à ces ressources, pour faciliter la compliance, la conformité et au-delà de la compliance, au-delà d'encourager les employeurs à adopter des exigences qui sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus poussées que le minimum obligatoire qui doit être respecté. Donc, sur le site de l'OSHA, on a beaucoup de ressources disponibles, notamment les quick cards, qui sont des rappels qui peuvent être utilisés par les managers et par les employeurs pour connaître facilement leurs obligations. C'est des cartes rapides, hein, des quick cards, un rappel rapide de mémoire pour faciliter l'accès à l'information. Donc, la deuxième, c'est que l'OSHA travaille sur les barrières qui existent pour la conformité et notamment celui de la barrière de langue, hein. C'est une barrière importante rencontrée également par notre réglementation aujourd'hui marocaine. Donc, on sait très bien que les lois au Maroc sont d'abord publiées dans une langue arabe, mais ensuite publiées dans le bulletin officiel en langue française. Mais parfois, vous savez que même les mots techniques, parfois, qui ne sont pas comprises. Donc, il y a beaucoup de barrières, hein, la barrière de compréhension. Parfois, le texte juridique n'est pas facilement interprétable en déploiement. Donc, vous pouvez lire la loi, mais ne pas nécessairement comprendre comment vous allez le dupliquer et l'appliquer sur le terrain. Deuxième contrainte, parfois, je connais que au sein des entreprises, les procédures sont élaborées en premier lieu en français. Donc, parfois, la communication aux salariés ne se fait pas d'une manière facile. Ça, ce sont des contraintes. Et pour les États-Unis, cette contrainte a été gérée par l'adoption parfois des pages officielles principales en espagnol parce que une grande main-d'œuvre aujourd'hui aux États-Unis, c'est une main-d'œuvre mexicaine donc qui parle en espagnol. Donc, pour assurer cette connaissance, ce transfert d'informations, bien sûr, ils traduisent une grande majorité de leurs standards, de leurs règles, de leurs ressources disponibles en anglais. Donc, les fiches d'information de l'OSHA, les quick cards sont également disponibles dans une autre langue. L'un des grands principes, comme j'ai dit, de l'OSHA, donc rapidement, je vais revenir au site officiel. De cette manière, je vous présente un peu la structure qui est unique. Ah, c'est une structure à admirer. Donc, c'est vraiment très différent même de ce qui est présenté au Royaume-Uni. Je pense que c'est parmi les sites les plus structurés d'une manière à accéder à une réglementation assez compliquée parce que quand même, pour gérer de 50 États, c'est pas évident de présenter l'information d'une manière facile. Donc, ici, c'est plus ou moins la partie, donc ce que vous voyez là, et au-delà d'une description de l'OSHA, ce que vous voyez dans les deux premiers onglets, c'est les standards et leur application, les enforcement, ok? Le enforcement, OSHA enforcement, Whistleblowers Protection Program. Alors ça, c'est un sujet important qu'on verra dans le deuxième partie de ce cours, c'est le whistleblowers ou les lanceurs d'alerte. Donc, à tout moment
où vous signalez un problème qui n'est pas nécessairement votre problème personnel, mais qui touche d'autres salariés, qui touche même en interne, vous êtes considéré des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, même si ça fait partie de votre fonction. Et c'est ça ce qui rend un peu compliqué l'exercice de votre fonction, c'est la considération que vous êtes des lanceurs d'alerte. Donc, toute personne qui s'amuse à lancer dans le cadre de sa fonction ou parfois qu'il soit une fonction de salariés, hein, vous êtes des HSE, vous avez une obligation d'alerter, hein, que ça soit une fonction de représentativité, par exemple un représentant de salariés ou un délégué syndical, que ce soit parfois dans les simples lancements d'alerte d'information. On vous dit, par exemple, vous avez une responsabilité d'informer la direction sur tout risque qui existe. Vous êtes considéré comme étant un lanceur d'alerte. Il faut savoir que dans les États développés, il y a des lois qui protègent toute personne qui lance des alertes. Donc, parce que le moment où vous informez sur des risques, vous êtes considéré un lanceur d'alerte et vous devez être protégé contre toute action de représailles, d'harcèlement, de discrimination. Donc, vous êtes censé être protégé. Et dans ce cadre, l'OSHA, comme vous voyez, c'est très simple l'accès à son site. Vous avez d'abord la partie standard et inspection, et dans la deuxième partie, tout ce qui est ressources et coopération. Donc, par exemple, il y a des datas, il y a des ressources pour accéder, et il y a une assistance à la compliance, une assistance pour s'assurer de la conformité. Donc, parmi les rôles des salariés de l'OSHA, on trouve le Compliance Assistant Specialist. Je ne sais pas s'il y a une remarque, il y a une, non? Une intervention? Alors, j'étais en train de dire que parmi les rôles, ici, on trouve enforcement. OSHA enforcement, ça veut dire l'inspection. C'est le rôle des compliance safety officers. Et là, le compliance assistant specialist. C'est clair, il y a de la transparence dans l'organisation. Vous pouvez contacter l'OSHA dans le cadre d'une consultation, d'un service de consultation. OK? Ce qu'ils appellent le cooperation ou le consultation programme, on-site consultation. Parce que, comme j'ai dit, le chat ne se limite pas dans la question de présenter des lois et de venir les contrôler. Mais il vous dit que, tout simplement vous disent, voilà, vous n'êtes pas censé ignorer la loi parce qu'on les a publiées et nous avons une procédure claire d'inspection. Ça s'arrête pas, ça s'achève pas dans dans ces deux rôles, mais au-delà de ces deux rôles, il va vers le compliance assistance. Il vous assiste dans votre processus de compliance à travers d'abord la consultation spécifique. Vous avez une contrainte, vous avez une procédure que vous ne compreniez pas et que vous voulez une assistance, vous pouvez consulter le chat. Free service, donc surtout pour les petites et moyennes entreprises, vous pouvez juste demander la présence on-site inspection. C'est au-delà d'un cadre de compliance. Ce n'est pas comme ce que je vous ai présenté, un cadre officiel donc de visite. Donc, ce n'est pas le compliance officer qui va visiter, mais c'est le compliance assistance spécialiste. C'est une personne spécialisée dans la réglementation de l'OSHA qui va venir vous visiter et vous accompagner dans votre cadre, dans votre projet de conformité. Le deuxième grand programme, c'est les cooperative programs. Il y a 7 aujourd'hui aux États-Unis, donc 7 programmes de coopération qui commencent par le simple alliance avec des organisations autres que l'OSHA. Donc, avec des centres de formation, avec des organisations à but non lucratif. Donc, c'est une alliance de collaboration avec les organisations
de normalisation, comme la SSP, comme la STM, comme l'ANSSI. Donc, il y a une organisation d'alliance pour s'assurer que les guides et les programmes de formation sont alignés avec ce qui existe sur le marché américain. Le deuxième programme, c'est ce qu'on a vu comme étant le on-site consultation, mais par la suite, il y a deux grands programmes d'encouragement et de félicitations. Il y a le Voluntary Protection Program, le VPP, et le SHARP, le Safety and Health Achievement Recognition Program, qui est un programme de félicitations, également comme le Voluntary Protection Program. Donc ici, l'OSHA va venir vérifier, c'est une demande de coopération. Vous allez vous demander à l'OSHA de venir vous certifier comme maintenant vous êtes une organisation qui a dépassé les règles en adoptant des systèmes de management au-delà du cadre simple réglementaire. OK? Et le plus basique, c'est OSHA Challenges, c'est le départ hein, sur trois steps pour atteindre soit le niveau VPP ou le niveau SHARP et également le Safety Champions pour vous féliciter si vous avez atteint des, des, euh, des objectifs, par exemple les 1 million d'heures sans accident de travail. Vous avez adopté un système de management spécifique par rapport à un danger spécial. Donc, c'est les Safety Champions. Et le partnership stratégique, donc c'est un cadre où l'OSHA va accompagner des employeurs qui ont développé des programmes pour gérer un risque spécifique, probablement n'est pas encore géré à 100% par l'OSHA, et l'OSHA va vous accompagner par du budget, par un accompagnement stratégique. Il y aura des outcomes, des résultats qui vont être publiés et dans le cadre de cette coopération. Donc ça, tout ça, c'est l'OSHA. Donc ce n'est pas uniquement, et bien sûr, sans oublier le cadre de training. Donc l'adoption, bien évidemment, des programmes 30 heures et 10 heures. Et bien sûr, l'accompagnement des centres de formation et que ce soit d'un point de vue technique ou le plus important d'un point de vue budgétaire, parce qu'aux États-Unis, il y a un budget alloué à la formation qui s'appelle le Susan Harwood Training Grant. Susan Harwood, c'est une ancienne directrice de l'OSHA qui a contribué dans le développement de cet office. Et bien sûr, avec le temps, ils ont développé un budget et des subventions, des systèmes de formation avec le nom de Susan Harwood Program Grant. Voilà, donc c'est ce qui existe, ce que j'étais en train de présenter. Donc, il y a la consultation sur place de l'OSHA. Donc, programme de consultation sur site offre des conseils gratuits et confidentiels sans nécessairement être aligné avec sans nécessairement être intégré dans le cadre d'un programme d'évaluation. Ça veut dire qu'ils vont venir confidentiellement vous visiter sans avoir des citations ou des non-conformités. Voilà, c'est le premier programme ouvert à tout le monde. C'est les portes ouvertes de l'OSHA pour les employeurs des États-Unis pour venir demander un service gratuit. Le deuxième, comme j'ai dit, c'est l'alliance. Hein, les programmes d'alliance permettent à l'OSHA de développer des relations volontaires et collaboration avec deux organisations qui s'engagent en faveur de la sécurité. Tels que, bien sûr, je les ai cités, les associations commerciales, professionnelles, les syndicats, les établissements d'enseignement, les groupes communautaires, tous ceux, les NEOSH, hein, NIOSH et ASSP et CSV. Donc, ce sont des alliances dont l'OSHA collabore avec toutes les personnes morales des organisations à but lucratif ou non lucratif qui sont engagées dans le cadre d'améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail. Le troisième programme qui est le programme de reconnaissance des réalisations. Le plus important, c'est le SHARP, le Safety and Health Achievement Recognition Program, parce que l'OSHA, et depuis 1989, ils ont développé un programme qui s'appelle le programme Guideline, similaire à la ISO 45001, articulé sur 7 principes. Et toutes les sociétés qui s'engagent dans le cadre de ce programme
peuvent le certifier, hein, peuvent le rendre officiel à travers ce Sharp. C'est un programme volontaire et il n'est pas mandatory. Donc, vous devez développer un leadership, une organisation de consultation et de participation avec les employés, une organisation de formation professionnelle, l'adoption des principes sur la gestion des situations d'urgence et la coopération entre les différents contractors ou ce qu'on appelle les sous-traitants sur le lieu de travail. Si vous avez atteint ce programme, vous avez la possibilité de recevoir cette reconnaissance, bien sûr, du département du travail et de l'OCHA. Et ça permet d'exonérer les employeurs des visites programmées. Deuxième programme très connu, c'est le VPP, le Voluntary Protection Programme, reconnaissant les travailleurs du secteur privé, agences fédérales qui ont mis en place des systèmes efficaces de gestion. La grande différence, parce qu'aux États-Unis, vous allez trouver ces programmes qui sont fédéraux, administratifs, et également les programmes volontaires de la ISO 45001 qui est accrédité par l'ANAP et d'autres standards comme la Z10 qui est un programme de management géré par la SSP. Donc, vous avez la possibilité soit d'être certifié conforme à la ISO 45001, vous avez la possibilité de suivre le programme, mais plus ou moins tous ces programmes s'alignent sur la même structure, celle de la 45001, parce que dernièrement, ces systèmes se sont alignés sur l'ensemble de ces programmes. L'OSHA, bien évidemment, il est ouverte aux employeurs dans le cadre d'une coopération, hein, d'un programme de reconnaissance ou d'un accompagnement, mais également, il est ouverte aux salariés. Donc, tout salarié qui s'estime exposé à des dangers imminents ou des dangers graves ou subit des harcèlements ou une discrimination vis-à-vis, comme je vous ai cité, parce qu'il a alerté ou il constate que son employeur le discrimine ou il subit des pressions, donc il a le droit de contacter l'OCHA pour demander une visite, hein, parce qu'il considère que donc une plainte écrite et signée par l'employé dans un cadre confidentiel peut être adressée à l'OCHA et l'OCHA, bien évidemment, va étudier la plainte, il va programmer une visite du lieu de travail et surtout, lorsqu'il s'agit, ça va être urgent, lorsqu'il s'agit d'un danger imminent et grave. L'OCHA est une obligation en plus. Euh, L'employeur doit afficher cette fiche de contact obligatoirement. Sinon, l'employeur peut subir des citations, des sanctions s'il n'affiche pas ce genre d'informations pour faciliter le contact de ses salariés avec le champ. Donc, si un salarié de l'employeur décide de contacter, il n'est pas obligé de passer par l'employeur, il peut contacter directement par appel téléphonique, par écrit, par fax, en personne, il peut visiter les locaux. Donc, il y a une liste, une carte des agences de l'OCHA et chaque salarié ou même passer par une plainte sur le site officiel de l'OCHA.